Bonjour Okaya. Bonjour Grace. Vous écoutez le podcast Kiffe ta race qui saute à pieds joints dans les questions raciales en France. Ici, nous explorons sans complexe les effets des inégalités raciales dans notre société dans une perspective féministe, écologiste et égalitaire dans tous les sens du terme. Aujourd'hui dans Kiffe ta race, on met à l'honneur la fiction au-delà du réel. Raconter des histoires permet de nous voir, de regarder notre monde en face. Mais si des récits manquent à l'appel ou quand des récits sont tronqués, mal racontés, la fiction peut réparer quelque chose à cet endroit pour raviver nos imaginaires. Ces dernières années, plusieurs réalisateurs et réalisatrices de films de fiction français, non blancs, ont été récompensés dans des festivals nationaux et internationaux. Leur regard cinématographique apporte un renouveau, un souffle qui dépoussière l'uniformité. Comment ces créateurs et créatrices vivent de l'intérieur cette lumière sur leur travail. Le pouvoir de la fiction face à l'absence, notre résistance face au vide, nos luttes pour faire connaître et reconnaître nos récits et nos existences. C'est le sujet de cette Kiffe ta race du jour. Kiffe ta race sur Pseudo Radio. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Alice Diop. Bonjour Alice. Bonjour Grace, bonjour Okaya. Alors tu es une cinéaste de grand talent, scénariste, multiprimée. Tu as récemment été récompensée pour ton film Saint-Omer, qui est un long métrage de fiction qui a reçu parmi tant d'autres prix de Lion à la Mostra de Venise en 2022, donc le Lion d'argent et le Lion du futur, le César du meilleur premier film aussi en 2023. Tu avais également reçu précédemment 2 ours à la Berlinale en 2021 pour nous et un César en 2017 pour Vers la tendresse. Donc on a devant nous une femme aux récompenses multiples. Et nous, on t'avait reçu en 2019 dans l'épisode 12, qui s'appelait César So White, qui faisait écho à la campagne de justice sociale en 2016 du hashtag Oscar So White créé par April Reign, en réaction au manque de représentativité des nommés dans les prestigieuses récompenses de l'industrie du cinéma états-unien. Épisode toujours dispo à l'écoute. Et comme tu es déjà venue, Alice, tu le sais, dans Kiffe ta race, on a un rituel. On demande à nos invités s'ils ou elles se définissent sur le plan racial. Et si oui, comment ? Par exemple, Grace est asiatique, moi je suis noire. Toi, Alice, est-ce que tu te définis ? Et si oui, de quelle manière ? Je me définis absolument comme étant une femme noire. Et je ne sais pas si j'aurais dit ça de la même manière ou aussi spontanément il y a 4 ans, si vous m'aviez posé la question. Mais aujourd'hui, effectivement, je me revendique comme étant une femme noire, et me revendiquer comme étant une femme noire, ça me permet d'accueillir toute la multiplicité de mes identités. Ça me permet d'accueillir tous mes moi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a une évolution entre ce que tu aurais pu dire il y a quelques années et aujourd'hui ? Sans doute un déplacement personnel de ce que signifie être une femme noire en France. Et c'est comme si finalement, je me suis approprié quelque chose qui était défini beaucoup par les autres en fait, et pas tant par moi-même. Et je crois que depuis quelques années, le travail et cinématographique et psychanalytique et psychologique et politique que j'ai fait, c'est de me réapproprier cette chose-là et de voir finalement à la fois tout l'universel qu'elle porte et tous les multiples qu'elle accueille. Kiffe ta race sur Pseudo Radio. Alors, en 4 ans, il y a bien sûr aussi eu tes succès internationaux, dont ton film Saint-Omer, un film de fiction qui est inspiré d'une histoire réelle. Alors, j'aimerais qu'on replonge dans ce travail que tu nous as proposé. Donc, il s'inspire du procès de Fabienne Cabou en 2016 à la cour d'assises de Saint-Omer dans le département de Pas-de-Calais pour le meurtre de son enfant Adélaïde. À l'époque, tu as assisté à ce procès et comme ton personnage Rama dans le film, qui se trouve dans la salle d'audience et qui est bouleversé par ce qui se joue, toi aussi, tu nous offres un rapport à la maternité et à la vie dans ton film. Et tu dis avoir pris beaucoup de notes durant le procès. Et qu'en les comparant au compte-rendu des chroniqueurs judiciaires, tu as eu une perception qui était différente de la leur. J'aimerais savoir en quoi cette perception, elle divergeait et comment ton film, il répare quelque chose à cet endroit. Ah, c'est intéressant comme question. Et c'est intéressant parce que je pense d'ailleurs que les gens, dans ce que j'ai pu comprendre ou entendre, les gens qui ont assisté au procès de Fabienne Cabou ont un peu de mal avec le film Saint-Omer. Je pense que c'est parce que effectivement ça diverge, ou peut-être parce que le film est un endroit où raconte cette histoire, un endroit où vous pouvez pas être. Moi, je sais que ce qui m'a vachement frappée en fait quand je suis allée au procès, et je l'ai compris après, même bien après avoir fini le film, c'est que quand je suis arrivée à Saint-Omer, j'étais la seule femme noire dans la salle, et un journaliste
est venu me voir en me demandant si je faisais partie de la famille. Parce qu'en fait, Fabienne Kabou est une femme sénégalaise. Et je suis arrivée, en fait, j'étais assise du côté avec le public en attendant de rentrer parce que je n'avais pas le droit d'assister au procès dans la nef, en fait, dans l'espace sacré, en fait, de l'institution judiciaire, c'est-à-dire là où sont les avocats, là où sont les journalistes et là où sont les témoins. J'étais derrière la barrière, donc du côté du public. J'arrive. Et donc, je suis la seule femme noire dans cette ville. Et je pense que quelque part, la sensation que j'ai eue à Saint-Omer m'a aidée à dessiner le point de vue du film et même les questions qui sous-jacentes que traite le film. Et donc, j'arrive, ce journaliste vient vers moi avec sa caméra. Il me demande, en fait, je crois qu'il me demande même pas si je suis de la famille. Il veut m'interroger. Et je suis hyper choquée. Je me dis, mais pourquoi vous pensez que je suis de la famille ? Qu'est-ce qui vous fait penser que je suis de la famille ? Et là, donc il me dit, il bredouille, ah là là, je suis désolée. Bah évidemment, Et la mère de Fabienne Kabou arrive et s'assoit à côté de moi et elle me dit, ils veulent pas comprendre que je ne veux pas être filmée. Et en fait, c'est comme si elle venait vers moi pour demander ma protection, en fait. Et je lui dis, mais si vous n'avez pas envie d'être filmé, il faut leur dire. Si vous voulez, je peux leur dire que vous n'avez pas envie d'être filmé. Et en fait, je rentre dans la salle avec cette femme, je m'assieds à côté d'elle et je vis tout le procès de son point de vue. Et donc, je passe mon temps avec elle, je vais déjeuner avec elle, je dîne parfois avec elle. Et vraiment, pour moi, je me souviens très clairement de m'être dit, mais c'est comme si j'avais accès à quelque chose que ni la présidente, ni les avocats, ni les jurés, ni les journalistes ne peuvent saisir. Donc ça, c'est déjà un premier fait, c'est-à-dire la proximité que j'ai avec sa mère qui vient se coller à travers moi et c'est à travers elle que je vis tout le procès. Bah, c'est forcément une expérience saisissante qui colore exactement la compréhension que je pouvais avoir de ces choses-là. Et aussi, j'entends des choses que les gens n'entendent pas. Moi, cette phrase, par exemple, que tous les gens relèvent de la professeure de philosophie de Fabienne Kabou qui lui dit qu'elle est fabulatrice, qu'elle ne peut pas être intéressée, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle a dit qu'elle était intéressée par Wittgenstein, que pour elle c'était forcément une fabulation, qu'elle aurait pu être intéressée par des philosophes plus proches de sa culture. C'est quelque chose que j'ai entendu, mais je l'ai tellement entendu que je l'ai vécu de nombreuses fois, et d'ailleurs je l'ai vécu même dans la sortie de Saint-Omer, c'est-à-dire qu'en tant que femme noire, il y a le fait d'avoir l'audace de commencer le film en citant Marguerite Duras, pour certains journalistes, pour certains critiques de cinéma, c'est quelque chose qui m'apparente à une fabulatrice. C'est comme si tout d'un coup j'étais une imposteur, j'étais pas à l'endroit où on m'attend, alors que vraiment la filiation de Duras dans l'histoire de Fabienne Kabou, pour moi, me paraît toujours absolument évidente. Mais bon, bref, ça, c'est une grande digression. Mais en tout cas, voilà, j'entends des choses, je vois des choses, je perçois des choses dans le récit de la vie de cette femme. J'interroge des endroits de non-dits, des endroits où les gens ne peuvent pas aller, où les avocats ne peuvent pas aller, où en tout cas les choses ne peuvent pas comprendre. Et donc, le film, c'est pas le récit, en fait, du procès, le récit du fait divers, c'est une traversée extrêmement subjective de ce procès dans le regard situé d'une femme noire française qui entend ce que d'autres ne peuvent pas entendre. La femme noire française, en l'occurrence, dans le film, c'est le personnage de Rama. Là, en tout cas, dans le repérage, c'était moi. Et même dans la manière dont cette femme parle, c'est-à-dire la façon dont les journalistes relaient et cette façon si particulière que Fabienne Kabou avait de parler français, moi, je trouve que c'est un des éléments hyper importants du procès et du film, que le film travaille. C'est-à-dire que la performance de la langue de Fabienne Kabou, c'est quelque chose qui, moi, m'a fascinée. Et je pense que mon film est né de ma volonté de faire entendre ce que dit cette femme dans sa manière de le dire, en fait. Et ça, ça diverse complètement. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas une manière de dire, ah là là, c'est une femme qui a un QI surdimensionné, elle a une manière de parler français qui est extrêmement brillante, elle a un QI extraordinaire. Pour moi, non, en fait, elle parle français comme nombre de gens n'ont jamais entendu une femme noire s'exprimer comme ça. Mais moi, elle parle comme toutes mes amies autour de moi peuvent s'exprimer, comme moi, comme je peux m'exprimer parfois, mais presque un tout petit peu plus. Et ce tout petit peu plus, je le trouve hyper intéressant, en fait. C'est qu'il y a quelque chose de très performatif dans cette manière de parler français. Et justement, elle parle ce français de cette manière-là, avec l'idée de s'opposer, en fait, à la fabrique, au stéréotype que les gens peuvent avoir d'une femme noire. Donc tu penses qu'il y avait quelque chose de performatif, en fait, dans l'énonciation de son... Ah, totalement performatif. Alors qu'elle était sur le banc des accusés. Je pense qu'il y a quelque chose de complètement performatif. C'est aussi une manière de dire « je ne suis pas la noire que vous croyez ». C'est aussi une manière de s'enfermer, en fait, dans une... Parce que je pense que c'est de mettre à distance aussi la violence de l'acte avec une
une puissance formelle de l'énonciation qui s'apparente presque au langage d'un écrivain. C'est-à-dire que c'est comme si elle stylisait la violence de son acte, et qu'en le stylisant, elle le décalait pour se protéger de l'émotion que c'est pour elle de se rendre compte qu'elle a tué sa fille, en fait. Donc c'est comme si elle lui donnait une forme lyrique, une forme esthétique, et j'avoue que cette forme esthétique qu'elle donne à l'impensable, c'est ce que je travaille dans le film. C'est-à-dire que pour moi, je pense pas que j'aurais fait le film d'une femme qui a tué son enfant en la déposant sur une plage du Nord un matin de novembre, si cette femme n'était pas Fabienne Cabou. C'est-à-dire que si la façon dont elle stylisait en fait cet acte-là me permettait d'entendre réellement ce qu'il y avait à entendre, c'est-à-dire pas la violence du fait divers, mais une réflexion sur la maternité, sur l'exil, etc. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ça, j'aurais pas eu la distance nécessaire pour même aller vraiment à l'intérieur de ce que dit la violence de ce fait divers. Moi, j'ai beaucoup été touchée par cette scène sur le rôle de la langue française, parce que je pense que dans mon rapport aussi à la langue française, il y a ce que tu décris, ce rapport complexe comme outil de domination, mais aussi d'émancipation, et je pense qu'on le retrouve bien dans ce moment. Et il y a aussi un autre personnage, moi, qui a remis beaucoup de choses quand j'ai vu ton film, c'est le père de l'enfant, quand il vient au procès et qu'il est questionné, et c'est un homme qui est visiblement plus âgé que Laurence Colli, le personnage de ton film. Son comportement, il est opaque. On comprend qu'il a refusé de la présenter à sa famille, que quand leur couple a donné naissance à la petite... à la fille, il l'exclut de sa vie, elle reste enfermée à ce moment sans ressources financières, voilà, dans l'appartement de cet homme, avec son nourrisson. Et dans ce podcast, on aborde très fréquemment ces questions asymétriques qui sont liées à la race, au genre, à la classe socio-économique, au statut administratif. Et je crois que cette relation que tu décris très rapidement dans ce film, elle coche un peu toutes ces cases en fait de dissymétrie. Et dans la salle, j'ai entendu des rires nerveux en fait quand cet homme parle. Je pense qu'on était beaucoup en fait à recevoir ça de toi. Est-ce que mon ressenti de spectatrice était exact ? En fait, dans ce film, le ressenti de chaque spectateur est exact. Et en fait, c'est presque un film qui est configuré, qui est écrit pour accueillir tous les ressentis des spectateurs qui ne sont jamais les mêmes, en fonction de qui on est, en fonction de son histoire, en fonction de ce qu'on est capable de voir, ce qu'on est capable de lire, vraiment personne ne voit le même film. Et moi-même, ma perception du film bouge, ma perception de cette histoire bouge. Et je pense que l'idée des plans séquences, en fait, ont pour fonction d'accueillir tous ces ressentis, en fait. Donc ça, c'est déjà un premier point. Moi aussi, cette relation m'a vraiment désarçonnée et n'a cessé de me désarçonner, en fait, dans le sens où elle échappait aussi à beaucoup de projections que je pouvais avoir. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée au procès avec l'idée de faire... avec la projection du mythe de Médée, c'est-à-dire une femme étrangère qui tombe amoureuse d'un homme et qui la répudie parce que c'est l'étrangère en fait, parce que et qui ne peut pas l'avoir parce que c'est l'étrangère et c'est d'une femme dominée, écrasée parce que elle reste l'étrangère. Dans la réalité, Fabienne Cabou est certes l'étrangère, mais une femme hautement plus puissante que ne l'était Michel Lafon, Luc Dumontet dans mon film, hautement plus féroce, hautement plus violente. Et lui était extrêmement écrasé. Et en fait, c'est une relation dissymétrique à beaucoup d'endroits. Et c'est une relation aussi qui échappait à une lecture binaire, c'est-à-dire une femme noire sans papier qui est le jouet de cet homme blanc supérieurement dominant socialement. Il y avait de ça à certains endroits, mais il n'y avait pas que ça. Et c'est ce frottement-là et c'est cette complexité-là qui m'intéressait profondément dans l'histoire de ce couple. Et cette histoire-là, elle échappait... aussi à la simplicité du cadre dans lequel je pouvais l'enfermer, en fait. Et c'est ce qui m'a intéressée, c'est-à-dire, la puissante complexité de cette femme, en fait. Et de cette relation, et vraiment de cette relation. Kif Taras sur Pseudo Radio. On l'a dit en introduction, ton film a été extrêmement bien accueilli sur le plan international. Ton talent de cinéaste n'est plus à prouver pour beaucoup. Les prix en attestent, ton public est toujours au rendez-vous. Et pourtant, on peut considérer que le constat est un peu amer puisque la reconnaissance semble beaucoup plus évidente à l'international qu'en France.
Moi, par exemple, avant que tu reçoives ton prix, on est amis, je pense qu'on peut le dire, on est amis dans la vie, donc ça fait quand même assez longtemps qu'on se connaît. J'étais assez attentive à la manière dont ta présence à Venise serait annoncée, parce que c'est important. Pour un premier long métrage, c'est quand même assez remarquable. Et la dépêche qui est parue dans Le Monde, la dépêche de l'AFP, donc qui est parue le 1er septembre 2022, annonce l'ouverture de la Mostra de la Venise et cite tous les nommés et les artistes français, même Timothée Chalamet qui n'a jamais vécu en France bien que français, mais ton nom n'apparaît pas. Et je t'avoue que moi j'ai voulu faire un petit tweet, après je me suis dit je vais pas lui mettre l'œil, j'attends. Parce que je sais qu'elle va gagner un truc. Mais c'est ça, je savais pas du tout. Franchement, c'était un truc de fou. Tu t'en avais pas conscience, toi? Non, pas du tout. Non, donc t'es partie à Venise sereinement, sans avoir la conscience du fait que la possibilité de ta victoire était invisible. Donc évidemment, après, t'as eu 2 Lions, ce qui est historique. La France est rattrapée. T'as fait des unes de revues consacrées au cinéma. T'as eu un très beau portrait dans Le Monde. Enfin, t'as vraiment, on t'a vu. T'as été reçue dans une grande matinale de radio. Pourtant, moi, je trouve qu'il y a quand même des invisibilités qui sont toujours présentes. Cet été, il y a une chronique du rédacteur en chef du Monde qui est parue en juin 2023 et qui faisait la liste des films d'auteurs et de réalisateurs et réalisatrices français et françaises de 2021 à 2023, en citant 2 palmes, un lion, donc le lion d'Audrey Diwan, 2 ours, mais qui oublie totalement tes 2 lions à la Mostra et tes 2 ours à la Berlinale. Et franchement, j'ai complètement halluciné. Je me dis, mais comment c'est possible en fait qu'on ait parmi nous une réalisatrice aussi bien perçue et bien traitée à l'international, qui fait la une du New York Times, qui était shortlistée pour les Oscars, et que en fait en France on ne cesse de l'oublier. Ça, j'avoue que je savais. Ça, tu me l'as dit. J'étais hallucinée. Et je l'ai pas vu. Mais moi, je ne cesse d'interroger la réception hallucinante, extraordinaire et très franco-française que le film a eu. Ça a été, bon, de toute façon, quand on vit comme ça un succès... moi, j'ai été dépassée par le succès de Saint-Omer, mais littéralement, j'ai couru après ce qui m'arrivait toute l'année. J'ai reçu énormément d'amour, énormément d'attention, et moi, recevoir autant d'attention, c'est aussi ça peut être très compliqué pour moi, parce que j'en avais jamais reçu autant. Donc, c'était très déstabilisant pour moi de recevoir autant d'attention et énormément de violence, et tout ça conjugué. À tel point que quand je revois des gens et que je leur dis, c'était très compliqué l'année dernière, ils me disent, ah bon, mais en fait, les gens ont une vision hyper positive de tout ce qui m'est arrivé cette année avec Saint-Omer. Et moi, ma lecture est beaucoup plus mitigée en France parce que je dirais pas que c'était trop, c'était dingue en fait. Je sais pas, il y a quelque chose de dingue. Et en fait, dans le côté positif, comme dans la violence qui s'est abattue sur moi, sur le film. Tu parles de quelle violence, par exemple ? En fait, la violence des critiques, la violence... En fait, je dirais même pas la violence des critiques de cinéma, c'est plutôt la violence de l'apparition dans l'espace public français d'une femme noire intellectuelle, une femme noire qui ne correspond pas aux stéréotypes et à l'endroit où j'étais censée être, où nous sommes censés être. Donc, tu n'as pas réalisé une comédie populaire ou un film populaire. Donc, tout ce que ça charrie, comme intention extrêmement positive, comme sentiment tout d'un coup même dans les critiques positives, des fois, j'étais très déstabilisée, en fait. Je me dis, mais c'est comme si, tout d'un coup, je devenais quelqu'un qui n'était pas apparu avant. Je sais pas si c'est... Et quelque chose d'inédit. Ouais, quelque chose d'inédit, en fait, mais ce qui était inédit, c'est une femme noire qui arrive et qui pose qui a la trajectoire intellectuelle cinématographique que j'ai, c'est-à-dire qui peut convoquer autant Bresson, Pedro Costa, j'en sais rien, que Marine Viaille, que des références, enfin, vraiment, cette espèce de la complexité de ce que je suis. J'ai senti que dans la réception du film, il y avait un ouragan qui m'a totalement dépassée et dont même là, j'ai encore du mal à poser, en fait, me dire, bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Effectivement, on a tendance à n'entendre que la violence, parce que pour moi, la violence, c'est pas... Moi, il y a des gens qui ont détesté Saint-Omer, des critiques de cinéma notamment, et je peux tout à fait comprendre pourquoi on peut détester profondément Saint-Omer. C'est un film assez radical dans sa forme, c'est un film qui est jusqu'au boutiste aussi dans sa forme. C'est un film qui, pour moi, accueille beaucoup le spectateur, mais je peux comprendre qu'on refuse totalement de faire ce voyage-là. Donc, je remets pas du tout en question la critique cinématographique qui est très justifiée, mais quand on travaille comme moi depuis toujours sur la question raciale et qu'on la travaille dans l'articulation d'une expérience intime et d'un travail théorique et intellectuel, j'ai pu aussi voir dans certaines critiques
qu'il n'était pas du tout question de critiquer un film de cinéma, mais qu'il était question d'anesthésier et d'annihiler mon apparition dans l'espace public, et notamment sur Internet. Moi, j'ai pas les réseaux sociaux, et je pense que ça me protège, et ça m'a beaucoup protégée à ce moment-là. Donc, j'ai ni Twitter, ni Facebook, ni rien, ni Instagram, ni quoi. Mais il y a eu des déferlements de haine qui se sont déversés sur le film quand le film est sorti, et c'est parti d'une réalisatrice française blanche complètement raciste, en fait, qui a dit des choses profondément racistes sur le film. Et donc, c'est parti Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu te souviens? Bien sûr que mon succès a été usurpé parce que j'étais une femme noire, que il y a beaucoup de gens qui le pensent, hein, que si j'ai des prix, c'est parce que je suis une femme noire. Parce qu'évidemment, être noire, c'est trop un atout dans la vie. Si je suis là, c'est parce que voilà, bref, je suis l'icône du wokisme ou quoi que ce soit, je sais pas. C'est pas tellement intéressant ce qu'elle dit. La seule chose que j'ai retenue, c'est qu'elle dit le film n'est pas juste, il est faux, parce que les femmes noires ne parlent pas comme ça. Oh là là, elle, c'est une femme qui est militante, qui milite avec La Chapelle Debout, qui fait des films sur les sans-papiers, etc. Quelle honte. Elle peut envisager les personnes noires que quand elle est dans un rapport de subordination par rapport à elle. Cette femme, c'est tellement ridicule ce qu'elle a dit. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que j'ai une amie qui m'a montré donc les milliers de tweets et de mails qui se sont autour du film. À partir de ce commentaire complètement dingue, et je me suis dit waouh, en fait c'est marrant de les lire. À la fois ça fait mal de voir à quel point c'est jamais agréable d'être comme ça l'objet d'une campagne de propos complètement fallacieux dont on ne peut pas répondre. Mais bon, ça, je pense que c'est le jeu des réseaux sociaux. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est d'entendre ce que j'y entendais, c'est-à-dire d'entendre profondément l'impensée raciste qui se jouait à cet endroit-là, au-delà d'une critique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont utilisé la critique complètement légitime, justifiée et presque normale. Enfin, moi, je suis la première à avoir la dent dure quand je regarde un film, donc j'attends. Il y a même des critiques de Saint-Omer qui m'ont agrandi. Il y a des gens qui ont fait des critiques du film avec lesquels je suis complètement d'accord et qui me permettent de même travailler le prochain. Donc, je ne dis pas qu'il faut pas critiquer. Mais à un endroit, je voyais bien de quoi cette critique était le nom. Et c'est quelque chose qui est indicible et qui est invisible à ceux qui ne sont pas confrontés systématiquement à ce racisme structurel. Et c'est ça qui est très violent. C'est-à-dire que je voyais ça et je pouvais en parler à personne, je pouvais m'en plaindre à personne, parce que je veux dire, comment se plaindre de l'extrême triomphe, entre guillemets, de ce qu'a été Saint-Omer. Enfin, j'avais pas eu les prix à Venise, jamais le film n'aurait eu l'histoire qu'il a eu, et il a une histoire absolument dingue. J'ai été extrêmement portée par la presse, donc ça, je peux pas, ce serait même indécent de même, et c'est pour ça que j'en ai très peu parlé d'ailleurs, de même le remettre en question. Mais en fait, j'ai vu aussi que j'ai pu voir précisément à quel endroit certaines critiques se situaient, en fait, et ça m'a vraiment blessée et ça m'a vraiment atteint. Ce que tu décris là par rapport à la perception de ton travail, c'est exactement ce que raconte le film. C'est le fait que Laurence Colli, elle ne peut pas parler comme ça. Enfin, pour moi, c'est un sujet. Voilà. C'est-à-dire que critiquer la forme, critiquer la mise en scène, critiquer le jeu, ça c'est tout à fait normal. Mais le critiquer sous la base de une femme noire ne peut pas ouvrir un film avec un texte de Marguerite Duras, c'est forcément de la prétention de mon point de la réalisatrice. C'est forcément un acte. Moi, j'ai entendu, c'est prétentieux, c'est arrogant. Elle nous fait la leçon, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est fou. C'est-à-dire que c'est la nature, en fait, de ces critiques-là qui me renseignaient sur la personne qui les formulait et sur ce qui était en jeu, en fait. Et donc, cette fameuse réalisatrice a dit, je connais des femmes noires qui m'ont dit que des femmes noires ne parlent pas comme ça. C'est incroyable. C'est fou. Des millions de femmes noires, en fait, ont tous toute une expression univoque. C'est fou. Et c'est ce rapport à l'authenticité aussi qui est complètement faussé, c'est-à-dire que il y aurait une seule authenticité des personnes minorées, hein, c'est celle qui est portée par les personnes dominantes. Et notre humanité, notre complexité, en dessous de ça n'existe pas, puisque ils savent mieux que nous qui nous sommes. C'est ça. Ou alors c'est peut-être plus, pour cette femme et pour les gens dont je parle là, c'est peut-être plus rassurant d'être confrontée quotidiennement à des femmes noires qui ne sont pas en concurrence avec elle, parce qu'elle non, mais elle est réalisatrice. Je veux dire, c'est ça aussi le fond. C'est-à-dire que effectivement, tant que tu te diriges vers le soutien de personnes qui sont en situation de fragilité administrative, tu sais que ces personnes-là non seulement vont être redevables, et que jamais de la vie elles seront en compétition avec toi.
Là, tu as gagné des prix qu'elle ne gagnera jamais. Oui, mais en fait, le milieu du cinéma, c'est un milieu extrêmement concurrentiel et très violent dans le sens où il nous oppose et il crée en fait des sentiments de jalousie et des sentiments de compétition qui sont très difficiles à assumer. Donc ça, c'est quelque part, c'est le jeu. Moi, là, c'est même pas tellement sa jalousie que je remets en question, c'est la violence de sa lecture du film qui révèle le profond impensé raciste avec lequel elle est construite. Et ça, c'est pas visible. C'est-à-dire que certains le voient. Et c'est-à-dire que quand j'étais confrontée à tout ça, les gens me disaient, mais t'en as rien à foutre, elle est bête, on s'en fout de ce qu'elle pense. Mais moi, c'est pas la critique de mon film qui me pose un problème. C'est d'être la victime d'attaques racistes. C'est ça qui me blesse. Je veux dire, moi, là, j'ai le cul épais. Je veux dire, les films que je fais, je veux dire, si je n'étais pas, si j'arrivais pas à supporter la critique, je ne ferais pas les films que je fais. Donc, pour moi, la critique, elle est saine, elle est normale, et encore une fois, elle est structurante. Elle m'a vachement aidée. Mais c'est des attaques racistes masquées que j'ai subies et qui ont été extrêmement violentes. Parce qu'en fait, elle te délégitime dans ce rôle. C'est-à-dire que, oui, la compétition existe dans le cinéma, mais elle n'est pas censée être en compétition avec toi. C'est-à-dire que là, tout à coup, tu surgis dans un endroit où non seulement tu es dans la compétition, mais tu la surclasses. Et je pense que c'est une manière de dire, en fait, cette femme-là, elle est pas... Ce qu'elle dit, c'est faux. Et elle est fausse, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je pense que c'est aussi presque mon apparition, puisque la compétition, c'est l'inconfort de voir apparaître une figure de femme noire qui pense, en fait. Qui pense. Et qui serait leur égale, en fait. Et qui aussi prétend au même prix qu'elle. Et il y a cette idée de tu as volé quelque chose qui pourrait lui revenir, en fait. Et je pense que c'est là que le danger surgit pour les personnes qui ont été nourries par le sentiment de légitimité et qui n'ont jamais été questionnées dans leur place, en fait. Mais pas leur place au niveau racial. Hein, pas seulement le côté patriarcal, rivalité féminine classique. Il y a aussi un article du Figaro de novembre 2022 qui illustre ça. Il compare ton film Saint-Omer avec un film qui n'a rien à voir. Pour tacler ton film au passage, donc il le compare aux Femmes du Square du réalisateur Julien Rambaldi. Juste pour la parenthèse, les Femmes du Square met en scène des nounous, en fait africaines, qui décident de se mobiliser pour obtenir plus de droits. Et c'est une comédie. Et donc la critique, enfin le texte dit quitte à jouer la carte de la diversité, le comité de sélection français des Oscars aurait pu choisir les Femmes du Square, puisque comme tu as été sélectionnée pour représenter la France aux Oscars 2023. Il a préféré Saint-Omer, le film prétentieux et désincarné d'Alice Diop, nanti du Lion d'Argent à la Mostra de Venise, en salle mercredi 23 novembre. Outre le fait que Julien Rambaldi soit un cinéaste blanc mettant en scène une héroïne noire, il a le tort de ne pas citer Marguerite Duras, grave erreur. Donc en fait, tout va mal dans cet extrait. Ça, c'est la critique. Enfin, je pense que c'est donner beaucoup de considération à ce piètre Étienne Saurin, là, le journaliste du Figaro. Mais j'avoue que c'est la critique qui m'a le plus blessé. Alors que j'en ai rien à foutre de ce mec, j'en ai rien à foutre du Figaro. Encore une fois, je tiens à dire que la critique est saine et nécessaire et que je suis pas en train de pleurnicher sur ce qui ne s'est même pas passé. C'est-à-dire que le Saint-Omer a eu une presse dithyrambique. C'est-à-dire que vraiment, moi, je suis pas en train de parler de l'accueil du film. Je suis en train de pointer à quel endroit mon apparition a révélé l'impensé raciste de nombre de nos concitoyens français. Et cette critique de Étienne Saurin, pour moi, il ne s'agit pas du tout de faire la critique d'un film de cinéma. Il s'agit précisément de dire la vase qu'il a à l'intérieur de lui, la vase qu'il a à l'intérieur de lui. Et c'est vrai que ça m'a profondément atteint. Ça m'a vraiment atteint parce que c'est comme s'il me fusillait, quoi. Je voyais bien ce qui était en jeu et j'ai vécu ça toute l'année. Mais là, en l'occurrence, la comparaison n'a aucun sens. C'est-à-dire que le seul point commun entre cette comédie et ton film, c'est qu'elle met en scène des femmes noires. Je veux dire, le propos n'est pas le même, la forme n'a rien à voir, enfin la destination, le public qui va le voir n'est pas du tout identique. Enfin, je veux dire, à la limite, enfin, il aurait pu te comparer ton film avec un tas d'autres films et il a choisi ce film-là en disant que c'était mieux que le tien parce que, enfin, je veux dire, c'est même bête, en fait, pour quelqu'un qui est critique cinéma. Je sais pas comment tu peux comparer deux films aussi différents en prétendant que l'un est meilleur que l'autre. Tout ça parce que dans l'un et dans l'autre, il y a un personnage principal qui est une femme noire. Parce que c'est pas une critique de cinéma qu'on formule, c'est une attaque raciste qu'on adresse. Et c'est ça qui est violent. J'en profite aussi pour poser une question similaire à Rokhaya, parce que toutes les deux, vous êtes dans le domaine du journalisme, Rokhaya, et toi dans le domaine du travail cinématographique. Vous êtes toutes les deux, il me semble, mieux célébrées à l'étranger qu'en France.
Bien sûr que vous êtes reconnue en France, hein, je dis, c'est pas pour dire que vous ne l'êtes pas, mais moi en tant que amie, admiratrice, et puis en tant que lectrice d'articles et de spectatrice de cinéma, moi je me dis c'est vraiment une perte pour nous en fait, notre pays, de ne pas chouchouter les talents qui sont d'ici, parce qu'on a accès à vous en fait, et vous traitez des questions qui nous touchent. Alors, si je peux me permettre, Rokhaya, elle est 10 fois plus, voire 20 fois plus attaquée que je ne peux l'être, et beaucoup plus agressée en fait que moi que je peux l'être. C'est-à-dire j'ai quand même eu 2 Césars. Tu vois, la presse de Saint-Omer était quand même folle. Donc là pour moi, c'est pas des attaques. Moi, j'estime pas j'estime pas du tout de pas être célébré en France. Je pense que c'est autre chose qui est en jeu. Et je pense que Rokhaya, par ailleurs, est profondément attaquée parce qu'elle est dans un espace qui est beaucoup plus dangereux et qui est beaucoup plus violent en fait que l'espace où moi je navigue. Enfin, le cinéma n'a pas du tout les mêmes enjeux et voilà, les films que je fais, je suis quand même vachement portée par la presse, une presse spécialisée, précise. Enfin, donc moi, je dirais pas ça de la même manière. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une femme noire qui surgit dans l'espace public, elle devient la cible d'attaques de l'extrême droite, de la violence raciste. Ça, c'est sûr. On l'a vu avec Rebecca Chaillon. Donc Rebecca Chaillon, qui est comédienne, qui est metteuse en scène et qui a créé un spectacle qui lui a valu, après sa mise en scène à Avignon, qui lui a valu des attaques et des agressions aux différentes comédiennes, quoi. Voilà, mais Rebecca Chaillon, elle est quand même portée aussi par une presse extrêmement dithyrambique sur son travail, et ça n'empêche pas la violence, en fait, de ce que c'est que d'exposer son corps, en fait. Donc pour moi, c'est vraiment... je tiens à préciser ça parce que, effectivement, sinon c'est inaudible. Sinon, les gens se disent... Enfin, les gens qui ont traversé ou qui ont vécu, qui ont été en France l'année dernière, personne ne peut imaginer que j'ai pas été portée par la presse. C'est vraiment pas ça que je dis. Je dis que j'ai été victime d'agressions racistes qui utilisaient le film et qui utilisaient la critique du film comme prétexte, en fait, pour dire quelque chose d'autre. Est-ce que tu as l'impression que ton film a été compris différemment à l'étranger et en France ? C'est-à-dire, parce que certains ont pu penser que les références sur lesquelles tu t'appuyais étaient un peu prétentieuses, etc. Est-ce que tu as eu l'impression que tu étais confronté à d'autres questions à l'étranger ou pas ? Ouais. Alors, surtout aux États-Unis. Et ça, c'est marrant parce que je pense que la réception du film a été beaucoup plus apaisée, beaucoup moins aussi forte qu'en France, mais beaucoup plus apaisée, en fait. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup moins de tension. Mais en discutant avec une réalisatrice noire américaine qui est venue présenter le film dans le cadre d'une projection pour les Oscars, elle m'a dit que en tant que femme noire française, j'avais en fait accès à cet apaisement et à cette possibilité d'être regardée au bon endroit sans malentendu qu'elle n'avait pas, en fait. Donc c'est comme si on était toujours le noir de quelqu'un d'autre, en fait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, je peux discuter avec un journaliste blanc du New York Times qui peut voir tout à fait dans quelle cinématographie, à quelle référence je me situe, qui voit Duras, qui voit Ackerman, qui voit Bresson, et qui discute avec moi de façon très apaisée, très tranquille, à partir de ces références communes qu'il est capable de voir dans le film, alors qu'une réalisatrice afro-américaine avec le même journaliste, en fait, ne bénéficierait pas de la même tranquillité de réception et de la même possibilité d'un dialogue sans malentendu et sans crispation, en fait. Tu bénéficies du prestige du fait d'être française. D'être française. Et comme en Italie, le film a été extrêmement bien reçu en Italie. J'ai travaillé, compris, posé le film de façon extrêmement bienveillante et dans un pays qui a élu Giorgia Meloni. Enfin, tu vois, donc c'est assez intéressant pour moi d'avoir traversé ça et vécu ça, en fait. Kiffe ta race avec Rokhaya Diallo et Grace Lee sur Pseudo Radio. On va écouter un son d'une actrice qui a beaucoup parlé de cette question de la représentation et de la valorisation du travail des femmes noires. Once again, I got the Oscar, I got the Emmy, I got the 2 Tonys. I've done Broadway, I've done off-Broadway, I've done TV, I've done film, I've done all of it. I have a career that's probably comparable to Meryl Streep, Julianne Moore, Sigourney Weaver. They all came out of Yale. They came out of Juilliard. They came out of NYU. They had the same path as me. And yet, I am nowhere near them. Not as far as money, not as far as job opportunities, nowhere close to it. And yet, I have to constantly get on that phone, and I have fabulous agents, by the way. They are getting it. But I have to get on that phone, and people say, "You're a black Meryl Streep." You are, and we love you. We love you. There is no one like you.
Okay, then if there's no one like me, you think I'm that, you pay me what I'm worth. You give me what I'm worth. And not, and even in terms of roles, because when I delve into a role, I want something complicated too. Ça, c'était Viola Davis dans une conversation avec la journaliste Tina Brown pour Women in the World. Ce qu'elle dit dans l'extrait, c'est que elle est, on la compare souvent à Meryl Streep, on la compare souvent à Julianne Moore, des actrices qui sont passées par Juilliard, par Yale, par NYU, qu'elle a eu Oscar, Tony, enfin tous les prix imaginables, qu'elle a un niveau d'acting qui est vraiment extrêmement reconnu et célébré. Pour autant, quand on lui dit qu'elle est la Meryl Streep noire, elle ne reçoit absolument pas de paie équivalent à ce que peut recevoir une Meryl Streep ou une Julianne Moore. Et donc, elle explique en fait qu'il y a un décalage entre ce qu'elle est capable de faire, ce qu'on reconnaît de son talent artistique et la manière dont elle est rétribuée. Est-ce que ça te parle ? Moi, ce qui me parle et ce qui me fascine, c'est qu'on ait besoin de dire de Viola Davis qu'elle est la Black Meryl Streep. Elle peut juste être Viola Davis et c'est extraordinaire. Et on dirait jamais à Julianne Moore que c'est la Viola Davis blanche. C'est fou, c'est fou. En fait, c'est que nulle part terre promise, en fait. C'est-à-dire que moi, ce qu'on pourrait fantasmer des États-Unis sur, effectivement, moi, je sais que j'ai souvent dit une femme noire qui cite Marguerite Duras aux États-Unis, c'est un non-événement à l'heure où ils ont des prix Nobel du nom de Toni Morrison. Mais je pense que en fait la situation des femmes noires dans l'industrie du cinéma reste en Europe et aux États-Unis très 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 à bien des endroits problématiques et à bien des endroits il reste manifestement des choses à faire en fait, des échelons à grandir. Ça c'est assez signifiant dans cet extrait-là. Moi, j'ai une question qui est une question de santé mentale, en fait. C'est-à-dire que même quand on n'est pas réalisatrice de cinéma ou qu'on n'est pas journaliste reconnue internationalement, on a grandi en tant que personne non blanche dans une société majoritairement blanche que nos parents nous ont dit et la société nous dit qu'il faut faire 2 fois, 3 fois le travail pour obtenir la même chose. Et que nous, en fait... moi, je me demande en tout cas comment je reconnaître ma vraie valeur quand manifestement elle ne peut pas être mesurée à cause de la charge raciale par les mêmes outils que les personnes non blanches. C'est-à-dire que tu vois là, elle cite des outils, des Tony, des prix que vous recevez aussi vous, et qui sont des outils pour tout le monde entre guillemets, tu vois, mais ne garantit pas en fait l'égalité économique par exemple. La Viola Davis en parle bien. Et comment est-ce qu'on se laisse pas gagner par la frustration qui peut être celle de se dire mais moi j'ai tout ça, pourquoi est-ce que je suis toujours pas au même niveau concret, hein, pas la gloire mais les trucs de qu'est-ce qui va te donner à manger tous les jours, comment tu vas continuer à faire ton travail en ayant la bonne rétribution. Moi je sais que contrairement à il y a 10 ans, la chose qui est différente et qui me soigne et qui me répare, c'est qu'on n'est plus la seule dans la pièce. C'est-à-dire que t'es là, il y a Maboula, enfin j'ai la chance d'être entourée par des femmes extrêmement puissantes, extrêmement intelligentes et qui m'ont aidée l'année dernière. Enfin, j'étais beaucoup appelée, enfin on s'est pas beaucoup vu, mais on s'est appelé et qui me permettaient non seulement de décrypter, de lire de façon très juste ce qui est en train de m'arriver et de me permettre de le traverser. Par l'amour, par la joie, par le fait d'être ensemble, par le fait de se soutenir, par le fait de voir, c'est-à-dire que moi je suis pas dans le milieu du journalisme, mais je vois les attaques, je vois la violence que subit Rokhaya, et en fait je la porte et j'espère t'aider à la traverser quand des choses t'arrivent, comme ton procès récemment, etc. Donc on est entouré. J'avais pas la conscience d'être si entourée il y a 15 ou 20 ans. Là, je me sens tellement entourée que j'ai une espèce de cercle autour de moi qui me permet de traverser ça. Après, en termes de rétribution économique, pour l'instant, moi, je suis dans un endroit qui est pas très porteur économiquement. Enfin, les films que je fais sont bien que primés, c'est des films qui restent des films d'auteur, donc je prétends pas et j'ai même pas envie d'être ailleurs que là où je suis. Donc c'est pas, je me sens pas minorée, je me sens pas dépourvue ou en tout cas empêchée. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à faire les films que j'ai voulu faire. Jamais je n'ai été empêchée. J'ai eu des aides, des financements publics. Enfin, vraiment, je ne suis pas celle qui a été empêchée parce que noire, etc. Ça, c'est pas vrai du tout. J'ai vraiment été financée. J'ai eu l'avance sur recette. J'ai eu tous les financements que j'ai toujours demandé. J'espère que ça continuera. Moi, c'est pas à cet endroit-là que ça se joue. C'est plutôt à l'endroit de la blessure, des attaques racistes que j'ai
des fois, enfin en tout cas l'année dernière, parce qu'elles sont arrivées par vagues, parce qu'elles sont arrivées violemment, parce que ça ne m'était jamais arrivé avant. Moi, je suis quelqu'un de très protégé. Je suis pas sur les réseaux, je fais un film tous les 3 ans, donc je ne suis pas aussi, je suis pas visible, donc j'ai jamais été la cible d'attaques possibles parce que je suis quelqu'un qui, de par mon travail, de par les films que je fais, est plutôt protégé. Donc l'année dernière, c'était assez inédit et assez violent. J'avoue que c'était assez violent, mais j'ai été très soutenue et je pense que le soin de ma santé mentale, c'est d'avoir les amis que j'ai en fait. Kif Taras sur Pseudo Radio. Tu nous as demandé de lire un texte. Est-ce que tu peux nous présenter ce texte et en faire la lecture et ce sera la conclusion de l'émission? Alors oui, c'est un texte que m'a pointé un ami, Nicolas Elliott, avec qui d'ailleurs j'ai travaillé au Festival d'automne sur une traduction d'un texte de Robin Coss-Lewis qui va peut-être donner lieu à une mise en scène. Enfin bref, ça on en parlera. Je viendrai l'année prochaine pour en parler, dans 2 ans ou dans 3 ans. Et en fait, en lui parlant de tout ça, de la façon dont j'avais traversé le voyage de Saint-Omer à travers le monde, il m'a envoyé ce texte-là de Simone Lee, qui est une sculptrice afro-américaine qui a été la représentante du pavillon américain à la dernière Biennale de Venise et qui a d'ailleurs gagné le Lion d'or de cette biennale-là. Un texte que je trouve magnifique sur son travail. Et cette année, une réalisatrice, une femme noire qui était à Cannes cette année, m'a appelée pour me dire à quel point ce qu'elle vivait à travers la violence de la réception de son film, qui a été très bien reçu, mais pareil, elle pouvait voir aussi des endroits de violence derrière l'extrême enthousiasme que la presse avait pu avoir pour son film. Elle m'a appelé un soir en pleurant, en disant « Mais comment tu fais, c'est extrêmement violent ». Et en fait, je lui ai dit « Mais c'est normal ». Et je lui ai raconté l'expérience que j'avais vécue pour Saint-Omer. Et je lui ai envoyé ce texte de Simone Lee et elle m'a rappelé en disant « Merci, tu m'as soignée ». Et voilà, quand je l'ai lu, je me suis dit « Ce texte est un soin aussi et nous permet de comprendre ce qu'on vit et nous permet de renvoyer aussi la violence de ce qu'on vit. À qui de droit ? Donc c'est un texte de Simone Lee, je crois qu'elle a diffusé, qu'elle a publié sur Instagram, je crois. J'ai vu passer quelques réflexions préliminaires sur la biennale et s'exprimer de l'inquiétude au sujet de la radicalité. Je dois dire que si vous n'avez pas lu la moindre ligne écrite par Saidiya Hartman ou Hortense Spiller, si vous n'avez jamais entendu parler de la négritude, si vous ne savez pas en quoi elle est liée au surréalisme, si vous ignorez qui est Senghor ou quel est son lien à l'art, si vous n'avez pas pris le temps de regarder qui était au Festac 77 et qui n'y était pas, si vous n'avez aucune idée de ce qu'est la critical fabulation, si vous ne saviez pas ce que je voulais dire quand j'ai dit dans le sillage, si vous n'avez jamais étudié l'architecture de l'indépendance, si vous ne savez pas pourquoi Pauline Lumumba a marché seins nus dans les rues de Kinshasa, si vous ignorez qui est Catherine Denham ou ne connaissez pas la bourse à son nom, mais que vous considérez incollable sur le travail et les contributions de Maya Deren, la femme qu'elle a embauchée comme secrétaire, si les mots pensée afroféministe ne vous renvoient à strictement aucun concept, si les mots d'Ève Le Potier ne veulent rien dire pour vous, si vous ne vous êtes pas interrogé sur la signification de la cuisine désordonnée de Sharifa quand elle incarnait Uhura dans ma vidéo et que vous ne savez même pas ce qu'est une cuisine, si les mots statuaire d'Ogon ne vous évoquent aucune image, si la seule chose que vous savez des bronzes du Bénin est que l'Europe les a volés, si vous employez avec désinvolture des mots comme ethnique, exotique et tribal et que vous les croyez encore utiles, si vous ne savez pas de quelle histoire je parle quand j'évoque question de pouvoir, si vous m'avez trouvé bizarre quand je vous ai dit que j'étais très occupée à affûter mon couteau en coquille d'huître, si vous n'avez jamais entendu parler du génocide des Herero, alors vous ne possédez pas les connaissances suffisantes pour discerner les gestes radicaux à l'œuvre dans mon travail. Et c'est pour cette raison qu'au lieu de mentionner tout ceci, je dis poliment que les femmes noires sont mon premier public. C'est magnifique. C'est une très très belle manière de conclure cet épisode de Kif Taras. Merci beaucoup Alice d'être venue. Merci à vous pour l'invitation. Alice Diop, cinéaste, on vous recommande évidemment tous ces films dont Saint-Omer, Nous, Vers la tendresse, La permanence, La mort de Danton. Et aussi, avec l'année qui s'est produite, je pense que Clichy, pour l'exemple, qui était un de tes premiers documentaires consécutifs aux révoltes de 2005, est à voir, puisque voilà, on a une année de révolte suite à des violences policières également. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener, des commentaires, des questions. Si vous êtes choqués, si vous êtes aussi concernés, n'hésitez pas. Écrivez-nous sur kiftaraspodcast@gmail.com ou contactez-nous sur les réseaux sociaux, X, Facebook, Instagram, en suivant @kiftaras ou avec le hashtag Kiftaras.
Si vous appréciez notre travail, on vous demande de nous soutenir, vous abonner à notre nouveau fil sur votre plateforme habituelle d'écoute de podcast, de nous noter 5 étoiles de préférence et à nous laisser des commentaires pour favoriser notre référencement. Aujourd'hui, la prise de son est assurée par Marc Delay, la réalisation est signée Taïsia Froidure. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grâce. Merci Rokhaya. Merci Alice. Alice. Merci à vous, merci.